Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de l'eau dans le gaz. De l'eau dans le gaz, c'est quoi? C'est une émission qui est proposée par Écosciences Pays de la Loire avec le soutien de la région Pays de la Loire où l'on vient à la rencontre de chercheurs et de chercheuses de la région qui travaillent sur des projets de recherche et sur la recherche en train de se faire. Aujourd'hui, je suis avec Jade Lerouet. Bonjour Jade. Merci, bonjour. Alors Jade, tu es doctorante en sciences économiques à la fac d'éco de Nantes. D'Angers Université. Voilà, ça commence bien. D'Angers Université et tu es donc au laboratoire GRANEM. Donc GRANEM qui veut dire, redis-moi. Voilà, groupement de recherche angevin en économie et en management, parce que c'est un laboratoire en économie et aussi en management, donc en gestion. Très bien. Et du coup, toi, ton sujet de thèse, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le marché des données personnelles, un défi pour l'analyse économique, approche pluridisciplinaire. Et du coup, comme le titre de cette émission, donc on va parler de l'économie des plateformes qui repose notamment sur l'utilisation de nos données personnelles. Avant du coup de parler de ça, justement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une donnée personnelle? C'est quoi les données personnelles? De quoi on parle quand on Ouais, parle de ça? alors je vais me référer à la définition de la CNIL, Ok. parce que c'est une définition qui est très simple et qui marche très bien pour comprendre ce que c'est. La CNIL, du coup, c'est la Commission nationale informatique et liberté. C'est une institution française qui est censée réguler ce qui se passe sur Internet voilà, pour les individus, pour les citoyens européens et français. Et donc, la définition de la CNIL, c'est toute information qui se rapporte à un individu, à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, concrètement, une donnée personnelle, ça peut être, par exemple, l'adresse mail, ça peut être nos données de géolocalisation, mais ça peut aussi être des données, par exemple, qui révèlent nos préférences et nos goûts. Donc, voilà, si on like sur un contenu qui, comme je disais tout à l'heure, est lié à une activité, à quelque chose, on peut révéler aussi nos préférences, et donc c'est aussi une donnée personnelle que de révéler nos préférences. Alors, moi, je m'intéresse plus aux grosses plateformes. En fait, je base une partie de mon travail, justement la typologie, sur une analyse des bilans comptables des plateformes, donc ce qu'on appelle les 10K. Et ça concerne que des plateformes qui sont déjà en bourse. Voilà, Cotés en bourse, voilà. c'est ça. Parce que j'allais te Donc, poser la question, parce que j'imagine que quand ils sont cotés en bourse, il doit y avoir quelque chose d'obligatoire en voilà, termes de publication de ce c'est genre ça. de données. C'est Ok. ça. Donc, c'est plutôt quand même des grosses plateformes. Mais après, c'est les plateformes qu'on connaît tous. Donc, il y a Alphabet, effectivement, donc Google, il y a Meta, Facebook, Instagram, etc. Et puis, il y a aussi Microsoft, Amazon, mais il y a aussi Airbnb, Uber, voilà, des plateformes Oui, c'est vrai qui... qu'on pense pas forcément à celle-ci, mais Ouais, finalement, Airbnb ou Uber, ils ont besoin aussi de nos complètement. données. Ouais, Deezer, Spotify, c'est des Oui, plateformes que Netflix, c'est des plateformes que j'étudie. ou Oui, pas. alors, donc effectivement, elles sont hyper efficaces, ces plateformes-là, parce que elles ont réussi à proposer un service qui était plus efficace que d'autres services. Ouais. Par exemple, prendre Spotify comme exemple, si Spotify arrive à avoir plein de personnes qui vont utiliser, c'est parce qu'on va avoir des suggestions de musique qui vont être adaptées, que ça va nous plaire, en fait, ça va marcher. Donc Donc, ça, de toute façon, si on parle de enfin, si on prend la base, les données personnelles servent à vendre en fait de l'espace publicitaire ou passe partiellement. Il n'y a pas que ça, j'imagine. oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas que ça non plus. Maintenant, c'est vrai que le modèle de Meta et donc de Facebook et Instagram et de Google, c'est un modèle qui est vraiment fondé sur la vente d'espaces publicitaires ciblés. Oui. Mais donc, il y a aussi d'autres usages et il y a d'autres business models. Dans ma thèse, j'essaie de construire une typologie des plateformes. Donc, j'essaie de créer des catégories de plateformes selon l'usage qu'elles vont avoir de données personnelles et le rôle des données personnelles dans leur business model. Et on n'est pas que sur une utilisation qui va être liée à donc j'appelle ça data to target. Target, ça veut dire ciblé. Donc, on n'est pas que sur du ciblage publicitaire. Il y a aussi d'autres rôles et d'autres usages de données personnelles dans le business model. Mais D'accord. c'est, on va dire, celui qui est le plus évident et qu'on comprend le plus facilement et qui est aussi très rémunérateur. Et donc, en fait, si on parle par exemple de Airbnb ou de Uber, pourquoi ils ont besoin de nos données personnelles? Eh bien, en fait, alors c'est un modèle qui est assez intéressant, c'est justement le modèle du matching. C'est le modèle, alors je l'ai appelé comment les plateformes? Plateformes intermédiaires, Ouais. avec du coup comme rôle, c'est data to match. Et donc là, le but, ça va être de permettre un matching idéal entre les différentes phases de la plateforme. Donc, ce qu'on appelle souvent ces plateformes-là des plateformes bifaces, parce qu'elles jouent le rôle d'intermédiaire entre deux groupes d'utilisateurs, Ok. à la fois les producteurs et à la fois les consommateurs. Et donc là, les données personnelles dans le business model d'entreprise vont permettre un matching, donc permettre de faire en sorte de, voilà, si on cherche un trajet en taxi et qu'il y a un taxi qui veut chercher des clients, eh bien la plateforme nous permet de Nous mettre en nous relation. mettre en relation Ok. et
de réduire les coûts en fait, de transaction. Il y a un autre intérêt de la plateforme, et pourquoi la plateforme elle existe aussi, c'est les effets réseau, qui sont aussi hyper importants à prendre en compte. Les effets réseau, en gros, c'est plus il y a de personnes qui vont utiliser la plateforme, plus elle est efficace. Donc les effets réseau, il y a des effets réseau qui sont intra-groupes. Donc par exemple, Facebook, si on utilise Facebook, qu'il y a 10 personnes sur Facebook, c'est pas très intéressant. Mais si on a 100, si on a 200, si on a aujourd'hui autant qu'il y en a sur Facebook, c'est très intéressant. Donc là, on a un effet réseau qui est intra-groupe. La plateforme elle est efficace, plus il y a de monde sur la même face de la plateforme. Et il y a aussi des effets réseau intergroupes. Et donc là, c'est plus il y a de personnes qui veulent, qui peuvent proposer un trajet en taxi sur Uber, et plus il y a de personnes qui cherchent un taxi, plus la plateforme elle est utile. Il y a une autre catégorie de plateformes qui utilisent les données différemment, c'est les plateformes donc de services. Donc c'est par exemple Microsoft, Amazon, qui là vont aussi dans leur business model utiliser les données personnelles, mais en faisant des services de stockage, de cloud, d'analyse, voilà. Donc c'est aussi une autre utilisation des données personnelles. Et il y a une quatrième plateforme, c'est les plateformes. Alors le nom, on peut trouver un meilleur nom pour les dernières. Moi je dirais plateforme primaire, finalement je change d'avis. Et là du coup c'est data to sell. Et donc là c'est des plateformes qui récupèrent les données et qui les vendent simplement, qui les analysent pas, qui font pas du target, c'est juste des plateformes qui... Donc ça va être quoi comme... Enfin, qui des plateformes moins grosses, en fait, des sites, par exemple, sur lesquels tu peux laisser des données, mais qui n'ont pas de service d'analyse, qui n'ont pas des algorithmes derrière, et qui vont juste revendre des données... données personnelles. Voilà. Et du coup, ça d'ailleurs, ça pose un peu de problème, non? Ou pas? Parce que du coup, c'est cette vente de données... Donc ça, c'est la problématique, c'est comment on fait pour réguler ça. Le règlement général européen de protection des données personnelles, donc en 2016, a pour vocation justement à essayer de réguler cette exploitation-là. Et donc, on considère que la donnée personnelle, ça fait partie du droit de la personnalité. Donc, comme ton image, comme ta voix, tu es censé consentir pour qu'on te prenne une photo de toi ou pour qu'on utilise ton image. Et donc là, c'est pareil en fait. La donnée personnelle fait partie de ces droits de la personnalité. Et donc, si les plateformes veulent récupérer tes données personnelles et les exploiter, il faut qu'elles te demandent de l'autorisation. Donc maintenant, on a des cookies et il faut qu'on accepte. Donc théoriquement, on est censé consentir et avoir consenti. Alors effectivement, il y a des questions de consentement libre, éclairé, univoque. Est-ce que c'est un vrai consentement tout le temps ou pas? Mais ça permet quand même quelque chose, le RGPD. Ça permet... Alors à la fois, il y a le droit de savoir quelles données sont collectées. Par exemple, sur Facebook, on peut faire des demandes pour qu'ils nous envoient les données qu'ils ont collectées. Oui, c'est vrai, voilà. Donc on peut faire ça. On peut quand même avoir un accès et on peut aussi rectifier certaines données qui sont collectées sur nous. Donc ça donne quand même cette possibilité-là. Ça donne aussi la possibilité de recours. Et là, en 2023, il y a eu un nombre de recours qui était largement supérieur. On est sur le record, quoi. Avec des sanctions aussi s'il y a des actions qui ne sont pas correctes. Si, par exemple, ils ont collecté des données qui n'étaient pas nécessaires pour leur fonctionnement. Ou si, ils ont... il y a plein de possibilités, mais en tout cas, il y a des recours et il y a des sanctions. Voilà. Et pour Cambridge Analytica, je ne sais pas si les gens... Je pense que les gens ont quand même entendu parler de ce scandale-là. Du coup, c'est... tu vas me compléter si je me trompe. Donc, c'était notamment pendant la campagne la première campagne du premier mandat de Trump, si je ne me dis pas de bêtises, et pendant le Brexit aussi, c'est ça. Ils ont utilisé les données personnelles pour faire remonter des contenus politiques ciblés, et donc, du coup, en fait, ils estiment que ça a eu une influence sur les résultats de l'élection et les résultats du Brexit, donc qui a bien eu lieu. Et donc, il y a eu une commission au niveau du Parlement américain. Zuckerberg est passé devant le Parlement. Mais en tout cas, il y a aussi cette question-là. Donc là, on sort un peu du... Enfin, il y a une question économique puisque du coup, il y a... en fait, ça a été Cambridge Analytica. Il me semble que c'était une agence, en fait. Voilà. Donc, il y a une question économique. Facebook a accepté de faire un échange, d'engager... Oui. Les questions qui sont soulevées par cette histoire-là, c'est la question des contenus diffusés, c'est la question des, entre guillemets, de comment on peut influencer l'opinion publique sur des thématiques, mais de manière pas forcément visible. Mais dans tous les cas, comment on peut... Quelle est la responsabilité aussi des plateformes qui ont permis la diffusion de ce type de contenu-là Mais c'est aussi des problématiques qu'on va avoir quand on utilise une plateforme, par exemple l'algorithme YouTube. Est-ce qu'ils poussent, quel type de contenu ils vont pousser? Donc c'est pas que le cas... Enfin, là, c'était complètement orchestré par des personnes qui avaient des intérêts et qui voulaient faire passer leurs intérêts.
Mais c'est une problématique qui existe dans tous les cas quand on utilise les réseaux sociaux. Mais bon, j'ai quand même enfin, lu des choses par rapport à cette question-là. C'est la question des bulles de filtre, en fait. C'est comment notre Internet, qui était censé au départ être justement un lieu où l'information elle est assez décloisonnée, où on peut avoir accès à plein d'informations différentes, comment finalement elle peut se construire de manière beaucoup plus en silo à l'heure actuelle avec des contenus qui sont personnalisés, liés à nos goûts, mais du coup aussi un peu enfermants par certains côtés. Et comment aussi certains contenus, donc ça c'est toutes les problématiques de par exemple Twitter, comment des contenus peuvent être poussés parce qu'ils font réagir, mais donc la question des fake news, la question des contenus pas forcément sourcés, et voilà, et donc c'est un autre enjeu dans la régulation numérique qui est un autre enjeu sur lequel je travaille pas, mais qui est un autre enjeu concret. Le but c'est de permettre toujours cette entrée, c'est qu'il y a de la concurrence et de pas avoir des abus de position dominante. Le fait est que en matière de plateforme du numérique, il y a eu des abus de position dominante, et que ces abus de position dominante sont problématiques parce que si je prends un exemple, le cas de Google Shopping, donc il y a eu en gros le Google Search valorisait Google Shopping, c'était il y avait un lien entre les deux, et donc il y avait un abus de position dominante. Et comme ça a perduré pendant plusieurs années, ils ont réussi à tuer la concurrence sur ce secteur-là. Et maintenant qu'ils sont sanctionnés, l'Union européenne les a sanctionnés au bout de 10 ans à 2,5 milliards d'amendes. Enfin, c'était assez conséquent. Mais comme c'était trop tard par rapport au fait qu'ils avaient déjà réussi à finalement éliminer la concurrence et empocher cet espace de vente-là, ils se sont retrouvés dans une position qui était concurrence, qui était monopolistique. Donc en fait, il faut juste veiller au fait que préserver un espace concurrentiel. Et la spécificité du numérique, c'est que si on arrive à verrouiller certaines positions, après, voilà. Donc l'Union européenne avait d'abord, en matière de concurrence, plutôt une attitude de politique de la concurrence ex post. Ça veut dire on fait confiance aux acteurs qui... Ça se régule tout seul, quoi, en gros. On peut mettre des sanctions, mais après, voilà, s'il y a une attitude anticoncurrentielle, on va mettre des sanctions et ils vont se faire sanctionner. Sauf qu'avec le numérique, il y a les effets de réseau qui sont à prendre en compte, il y a tout ça, et donc il faut agir. L'Union européenne a décidé qu'il fallait mieux agir en fait pendant et réguler pendant. Mais le but, c'était principalement aussi d'éviter toutes les actions anticoncurrentielles de ces plateformes-là, que sont le rachat de start-up innovantes, soit pour les tuer parce que ça peut être un concurrent potentiel, soit pour les acquérir. Mais donc c'est limiter ces abus de position dominante en fait qui génèrent forcément soit qui peuvent être nocifs pour l'innovation, soit qui peuvent être nocifs pour les individus, dans le sens où ça va tirer sur les marges, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, WhatsApp, il y avait au début comme idée que les données personnelles n'allaient pas être récupérées sur WhatsApp. Donc ça a été racheté par Meta, par Facebook, en fait, qui avait, je pense, peur de ce concurrent potentiel. Et finalement, maintenant, WhatsApp collecte les données personnelles. Du coup, l'utilisation de nos données, ça leur permet donc d'avoir un modèle économique, un modèle économique rentable. Derrière, quels sont les types d'investissements qu'ils peuvent faire ? Oui, je pense que l'idée, pour comprendre un peu la stratégie des plateformes, c'est le mot conquête qui peut être important à comprendre. D'accord. Parce que on est vraiment dans cette idée pour les plateformes qu'il faut conquérir des espaces et les verrouiller. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. Les plateformes vont à la fois s'imiter, donc les GAFAM notamment vont s'imiter les unes les autres. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est leur niveau d'investissement en recherche et développement. Ouais. Les plateformes, donc les GAFAM, ont un niveau d'investissement en recherche et développement qui est équivalent à un niveau d'investissement en recherche et développement d'industrie pharmaceutique. Donc il y a vraiment cette idée, à la fois dans leur discours, mais aussi concrètement dans les faits, qu'il faut absolument être à la pointe, il faut absolument innover. Il y a cette idée aussi que, en fait, ils peuvent toujours se faire disrupter, il peut toujours avoir quelqu'un qui va arriver et qui va mettre à mal leur modèle. Donc il y a cette idée d'être le premier à arriver sur un espace, le verrouiller et jamais louper le coche et investir massivement en recherche et développement. Mais après, il y a toute la question de, en fait, si c'est gratuit, c'est que c'est payant derrière, d'une certaine manière. C'est ça, c'est notamment avec la question des données, c'est qu'en fait, on paye avec nos données finalement. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup et puis on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.